Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour parler de Justice League version Zack Snyder avec une première partie sans spoiler pour vous faire une idée, savoir si ça vaut le coup de l'acheter en ligne, de le regarder en ligne, légalement bien sûr. Et dans une seconde partie, il y aura des spoilers pour aller un peu plus loin dans les détails et pour expliquer quelques éléments si besoin. Alors une chose est sûre, de mon point de vue, en tout cas si vous appréciez déjà ces personnages version Zack Snyder, si vous aimez l'héroïsme à l'ancienne, les ralentis, si vous appréciez la notion de sacrifice poussée jusque vers une certaine forme de grandiloquence, alors vous adorerez cette version Zack Snyder de Justice League, le fameux Snyder Cut. Mais voilà, le problème c'est que toutes ces conditions ne seront pas réunies pour tout le monde, loin de là. En 2017, la vidéo que j'avais consacrée à la version cinéma de Justice League, c'était la 12e de ma chaîne seulement, et elle était titrée « Comment Warner a bousillé le potentiel de Justice League ». 3 ans et demi plus tard, nous voilà donc avec ce qu'aurait pu être la version de Zack Snyder s'il avait pu achever son film en toute liberté. Alors déjà, pour ne pas jouer d'un suspense artificiel, de mon point de vue, le constat est sans appel, le résultat est largement supérieur. Ce Snyder Cut est un bien meilleur film que ce que nous avait proposé Joss Whedon en 2017. Ce n'était pas très difficile, certes, mais je ne crierai pas pour autant au génie pour ce Snyder Cut, comme certains semblent a priori le faire sur internet de ci de là. Je ne pense pas que ce soit le meilleur film du réalisateur, loin de là. Et par ailleurs, oui, c'est vrai, il faut quand même souligner qu'il est un peu injuste de comparer un film d'1h48 à un autre de 3h53, hors crédit, mais voilà, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, et on ne peut que constater que de nombreuses améliorations à différents niveaux ont été apportées. En effet, le film est plus beau, plus cohérent, plus émouvant, et comble du comble, il introduit mieux une suite potentielle que la version de Whedon. Mais attention, pour autant, cette version n'évite pas certaines lourdeurs, que ce soit dans son style ou encore dans son déroulement. Il y a un choix scénaristique, on va dire, en particulier qui me vient en tête, je développerai ça dans la partie spoiler, un choix qui vient un peu gâcher une scène pourtant très réussie par ailleurs. Visuellement, parlons tout de suite du fameux ratio 4/3 qui en fait un film destiné à l'IMAX en salle de cinéma, alors même qu'il sera vu sur écran domestique par une écrasante majorité des spectateurs. Alors on pourrait presque y voir un caprice de réalisateur qui prend sa revanche, mais même avec les fameuses bandes noires sur les côtés de votre écran de télévision assez classique, eh bien il faut reconnaître que visuellement ce film reste plus agréable que la version sortie en 2017, c'est dire. Mais alors y a-t-il des explications thématiques à ce choix visuel assez audacieux? On l'espère, alors peut-être une certaine notion de verticalité qui correspondrait au projet de monter la Justice League de zéro vers l'infini et de tirer Superman du sol pour le ramener jusqu'aux cieux. On pourrait même éventuellement voir dans ce format carré un clin d'œil aux 3 Mother Boxes qui sont ici introduites comme un enjeu à la fois bien plus compréhensible mais aussi majeur. Évidemment, fini la saturation de rouge et surtout le massacre sur le visage d'Henry Cavill pour effacer numériquement une moustache impossible. Au-delà, la façon même de filmer est plus qualitative, même s'il faut quand même apporter ici un bémol. En effet, on le sait bien, Zack Snyder a toujours adoré les ralentis, mais ici il en use et il en abuse, et franchement au bout du 5e d'affilée, l'effet sur le spectateur est un peu contre-productif, et on le ressent notamment sur toute la première demi-heure du film, mais après il y en a encore, rassurez-vous, si vous adorez les ralentis, vous serez servi. Après l'aspect visuel, venons-en maintenant à la narration, mais toujours sans spoiler, je vous rassure. Il ne fait absolument aucun doute que certains des personnages ressortent immensément enrichis de cette nouvelle version, et c'est clairement le cas de Victor Stone, alias Cyborg. Et oui, son intégration au récit et son importance sont bien mieux amenés, et le parcours émotionnel a plus d'épaisseur, même s'il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, on a quand même quelques jolies scènes. Aquaman reste relativement égal à lui-même avec son enjeu de l'acceptation d'un héritage et des responsabilités qui l'accompagnent. Ici, Wonder Woman ressort encore plus nettement comme une guerrière, avec quelques touches de violence supplémentaires, qui me semblent relativement logiques pour un personnage plurimillénaire qui a traversé plusieurs guerres, et qui s'inscrit clairement dans la continuité de la version de la vision sombre que Zack Snyder a toujours eu de ses personnages. Du côté de Flash, Ezra Miller est toujours aussi agaçant à mes yeux, et le comportement du personnage continue de servir de prétexte à une dose de légèreté qui tombe souvent à plat,
En revanche, il a 2 scènes supplémentaires très appréciables en termes de compréhension et d'utilité de ses pouvoirs. Et pour ce qui est des inévitables 2 têtes d'affiche, à savoir Batman et Superman, les 2 poids lourds du DC Universe, eh bien pour le premier, je trouve qu'il manque toujours d'une grande scène marquante, même dans cette version Snyder Cut. Et pour ce qui est du second, Superman, je trouve qu'il ne bénéficie pas suffisamment de nouvelles scènes et de l'allongement du film. Comme j'ai déjà commencé à vous le dire un petit peu, ici dans cette version, l'éveil des Mother Boxes est amené avec beaucoup plus de pertinence et s'inscrit surtout dans la continuité directe de la fin de Batman v Superman, qu'il faut bien sûr voir en version longue, une version qui m'a carrément réconcilié avec ce film, qui devient de mon point de vue le meilleur film d'ici de Zack Snyder, d'une courte tête devant Man of Steel. Steppenwolf est aussi plus intéressant que dans la version 2017, même si les gros plans sur son visage, numérique bien sûr, m'ont semblé parfois bien peu inspirés, avec un regard larmoyant qui pourrait être celui d'une étoile de mer en fin de vie. En termes de tonalité d'ensemble, on est sur quelque chose de plus sérieux et d'un peu plus violent, l'humour est moins lourdingue avec moins d'allusions ou de tensions sexuelles sans intérêt. En revanche, le film penche nettement vers une forme de grandiloquence. Les thématiques sont celles de la filiation mais aussi de l'héritage, des responsabilités qui vont avec, le tout étant logiquement marqué par le deuil. La musique du film a elle aussi changé puisque Danny Elfman est remplacé par Junkie XL, plus quelques chansons choisies pour des moments particuliers par Zack Snyder lui-même. Et dans l'ensemble, je dirais que c'est pas mal, ça ne m'a pas du tout gêné, en tout cas c'est toujours bon signe cette musique, mais de mon point de vue, rien qui permette de dire que cette BO deviendrait un incontournable. Et j'en viens quand même à un aspect essentiel de ce film, à savoir sa longueur. Et oui, s'il n'y a pas tant que ça de films qui font plus de 2h30 en salle, c'est pour une excellente raison qu'on appelle le rythme. Il faut maintenir non seulement l'intérêt du spectateur, mais même au-delà d'un certain temps, son attention. Ainsi, le luxe de n'avoir presque rien à couper a poussé Zack Snyder à un peu trop d'indulgence. On a beaucoup d'expositions, trop sans doute. On a 2 premières heures qui ne sont pas désagréables, mais qui sont boursouflées, avec quelques scènes en trop, un peu chelou même, mais j'y reviendrai en détail dans la partie spoiler. En résumé, je pense que la plupart des gens intrigués par cette nouvelle version seront plutôt satisfaits de leur achat. Les fans de Snyder ne seront pas déçus, et ceux qui apprécient simplement les personnages et sont curieux des différences devraient aussi retirer suffisamment de cette expérience, mais de justesse peut-être, puisque le cœur de l'intrigue reste quasiment identique. Oui, parce que bon, on va pas se le cacher, on reste sur l'idée basique de toute une bande de gens bizarres qui recherchent 3 boîtes. Voilà. Avant de passer à la seconde partie et donc au spoiler, je vous donne rendez-vous ce samedi 20 mars à 21h sur ma chaîne Twitch pour parler ensemble du premier épisode de la série Marvel, The Falcon and the Winter Soldier. Et puis si vous n'avez jamais utilisé Twitch, sachez que c'est hyper simple, vous n'avez même pas besoin a priori de créer de compte, il vous suffira de cliquer sur le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Donc n'oubliez pas, samedi à 21h, généralement il y a une bonne ambiance, et je suis content de poursuivre cette aventure avec vous. Pour entrer maintenant dans les spoilers, je vais jouer au jeu des différences entre les 2 versions de Justice League avant d'ensuite évoquer les quelques points d'achoppement de ce Snyder Cut. Parlons d'abord de ce qui a été coupé, je parlais des allusions sexuelles qui disparaissent. Flash ne se retrouve plus allongé sur Wonder Woman, la tension entre elle et Batman a presque disparu, comme la scène où elle lui remet l'épaule en faisant son mea culpa. Bon débarras aussi avec cet extrait d'interview à la télé dans la cafétéria du Daily Planet, dans laquelle une femme menaçait le cul, oui, des extraterrestres. Introduction à une scène entre Lois et Martha, dont les allusions graveleuses, là aussi, provoquaient un malaise immédiat. Adieu aussi à tout ce qui concernait cette famille russe qui vivait à côté de la base de Steppenwolf et qui avait été totalement inventée et ajoutée par Joss Whedon. Adieu aussi aux 2 moments d'exposition les plus stupides de la version de 2017, avec d'un côté la chasse aux paradémons de Batman à Gotham, et de l'autre cette fresque Atlante dans le bistrot du coin. Eh oui, rappelez-vous le paradémon capturé par Batman qui explosait pour laisser sur le mur le dessin des Mother Boxes, ce qui est totalement con, il faut quand même l'avouer. Pour ce qui est de la fresque, elle représentait la Mother Box Atlante, et elle était peinte sur le mur de la taverne où Bruce trouve Arthur Curry, c'était n'importe quoi. Concernant les ajouts de ce Snyder Cut, ils sont évidemment très nombreux, sinon on n'aurait pas 2 heures de film en plus, mais il faut dire que certaines scènes n'auraient jamais sans doute passé l'approbation classique d'un studio pour arriver en salle de cinéma. Là c'est vraiment
dans un cas très particulier qu'on se situe. Et je pense notamment, c'est ce que j'évoquais dans la partie sans spoiler, à cette scène où Aquaman va retourner au flot et on a cette bande de villageois, notamment ces villageoises qui vont chanter au moment du départ d'Arthur Curry, et cette fille qui va saisir son pull et le renifler. Je ne sais pas trop comment qualifier cette scène, un peu gênante. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En revanche, on a de nombreux ajouts qui sont pertinents. J'ai beaucoup apprécié le lien logique établi entre la mort de Superman à la fin de Batman v Superman et le signal envoyé par les Mother Boxes. La scène du sauvetage d'Iris West est visuellement très agréable, et si on y ajoute pour couronner le tout la musique de Song to the Siren, que j'adore tout particulièrement, ça en fait ma scène préférée de Flash, alors que je n'ai que rarement supporté le personnage tout au long du film. Et il y a bien sûr aussi le moment où il va remonter le temps et sauver le monde, sachant qu'on en avait déjà un aperçu lorsqu'il doit apporter l'énergie pour la résurrection de Superman, et qu'il semble bien revenir une seconde en arrière pour y parvenir juste au bon moment, quand la boîte va toucher le liquide. En gros, la Speed Force de Flash est visuellement super convaincante, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai déjà évoqué précédemment le rôle largement plus étoffé de Victor Stone, Cyborg, dans cette version comparée à celle de Joss Whedon, ce qui peut sans doute expliquer une bonne partie de la colère de l'interprète de Cyborg, Ray Fisher, même s'il avait aussi d'autres griefs par rapport à Joss Whedon. J'ai notamment apprécié la façon dont son emprise sur notre monde numérique est illustrée, que ce soit dans son contrôle de l'arsenal nucléaire, comme du système bancaire et même boursier. Le monde est littéralement à ses pieds. Du côté des méchants maintenant, on a donc l'introduction de Darkseid et Steppenwolf qui a une motivation un peu plus fouillée que juste casser des trucs et conquérir l'univers, puisqu'il veut trouver le pardon en quelque sorte de Darkseid et pouvoir enfin rentrer chez lui. Malheureusement, dans ce Snyder Cut, Darkseid lui-même ne reste qu'une présence lointaine, presque désincarnée et monolithique. On est loin de Thanos, mais attention, il faut un peu nuancer ça, puisque initialement, dans les films Avengers, Thanos c'était juste des clins d'œil, il n'y avait pas un grand intérêt, et ce n'est qu'à partir de Infinity War, où il avait beaucoup de temps à l'écran, qu'on a compris qu'il avait une véritable profondeur. Donc difficile de juger ce Snyder Cut à ce sujet. Ce qui est un peu plus gênant en revanche, ce sont les deux casseroles que se traîne déjà Darkseid, et qui sont des choix scénaristiques douteux. Premièrement, il se fait presque one-shot par le coup de hache d'Ares, alors même que Wonder Woman le déglingue Ares dans son premier film. Alors certes, c'est vrai, il faut sans doute comprendre là que Darkseid, à l'âge des héros plusieurs milliers d'années en arrière, était bien moins puissant que ce qu'il est devenu au présent du film, mais ça, jamais l'histoire ne va vraiment nous l'expliquer, et c'est un peu dommage. Et oui aussi, il était loin d'être seul face à Ares, il y avait Zeus, etc. Mais bon, c'est quand même surtout le coup de hache d'Ares qui le met en PLS, Darkseid, donc pour la crédibilité du grand méchant, ça fait un peu tâche. Seconde casserole et pas des moindres, c'est l'idée selon laquelle l'armée tout entière aurait tout simplement perdu l'adresse de la Terre. C'est con, c'est dommage. Le gars trouve l'équation d'antivie, son but ultime dans la vie, et personne n'est foutu d'écrire les coordonnées de la Terre sur un post-it. Et puisque j'en suis aux éléments qui ne fonctionnent pas bien ou qui font carrément bugger le cerveau, je vous propose d'en venir à cette fameuse scène que je vous teasais un petit peu dans la partie sans spoiler, à savoir la première apparition du Martian Manhunter, qui est la pire imaginable de mon point de vue, avec cette scène dans laquelle il va prendre l'apparence de Martha Kent pour aller parler à Lois. Mais c'est quoi ce personnage? C'est un véritable stalker, c'est carrément creepy en fait. On a une superbe scène intimiste entre ces deux femmes, Martha qui va ramener Lois vers la vie, qui lui prend la main, etc. Et quand elle sort dans le couloir, on voit que c'était un Gus que Lois ne connaît quasiment pas du tout. C'est vraiment très très bizarre comme impression, ça vient gâcher cette superbe scène intimiste. C'est un choix qui me semble vraiment douteux à côté de la plaque, je me l'explique pas. Et quant à l'apparition finale de ce même personnage, Martian Manhunter, il faut dire qu'elle ne sert pas à grand chose non plus, même si bon, on sait bien que normalement ce Snyder Cut devait introduire sur une suite, donc on comprend un peu plus les logiques de ce point de vue, mais bon, au final, on le retrouve en présence d'un Bruce Wayne qui vient encore de se réveiller a priori d'un nouveau cauchemar annonciateur d'un futur apocalyptique, avec un Ben Affleck moins bouffi, clairement, moins stock aussi, mais bon, on sent que entre les premiers shootings et ses reshoots, il a l'air d'être en meilleure santé, et tant mieux pour lui. Et justement, parlons-en de cette nouvelle scène de cauchemar, assez décevante de mon point de vue, je dois bien l'avouer. Alors on retrouve de tête Batman, Mera, Deathstroke, Flash, le Joker.
je pense que j'oublie personne, et c'est surtout le prétexte à ce face-à-face, à ce dialogue entre Bruce et le Joker, pour nous donner quelques indices sur les origines de ce futur apocalyptique. Et en résumé, c'est assez simple, Batman n'a pas su faire le bon choix au bon moment, un choix de sacrifice a priori, et Lois Lane est morte, non seulement sous les yeux de Bruce, mais aussi sous les yeux de Clark, ce qui a permis bien sûr à Darkseid de prendre bien plus facilement possession, contrôle de l'esprit de Superman, ce qui amène plus ou moins à la destruction du monde, en tout cas à la totale domination par Darkseid de la Terre, avec à ses côtés un Superman qui est devenu très très méchant. Pour ce qui est du Joker de Jared Leto, je dirais qu'ici il est moyennement insupportable, mais difficile d'en juger tant l'échange m'a semblé plombé par des dialogues un peu caricaturaux. On apprend au passage qu'Harley Quinn est morte dans les bras de Batman et qu'il aura besoin du Joker pour enfin remettre les choses en ordre dans ce passé qui les emmène toujours vers la catastrophe. S'il y a bien une chose que ce long épilogue que nous donne le Snyder Cut m'a donné envie de voir et qu'on ne verra a priori jamais, c'est un véritable affrontement physique entre cette version de Deathstroke et cette version de Batman. Je pense que ça aurait été assez épique, bourrin et tactique. Du côté de Superman, le principal ajout, c'est bien sûr le fameux costume noir qui rend bien visuellement. Un petit peu dommage peut-être qu'on ne nous explique pas dans le film que ce costume noir va permettre à Kal-El de beaucoup mieux absorber la lumière du soleil pour restaurer pleinement ses pouvoirs. Alors bien sûr, la fameuse pose christique dans l'espace, pas du tout subtile, va peut-être amener ceux qui connaissent ce détail à y penser, mais pour le reste des spectateurs, on n'a pas plus d'informations sur l'origine, la raison de ce costume noir. Et quant au fait que la dernière image de Superman dans le film nous le montre avec toujours le costume noir sous sa chemise lorsqu'il est à Metropolis et qu'il reprend son rôle de Superman, alors moi personnellement ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai vu que certains étaient un peu chafouins à ce sujet sur internet, puisqu'ils regrettaient de ne pas avoir les couleurs traditionnelles de Superman qui auraient marqué un véritable retour à sa personnalité d'antan. Je pense aussi qu'on manque de développement de la dynamique qui pourrait exister entre les membres de la Ligue après le retour de Superman, et on n'a finalement aucune explication convaincante sur les raisons du comportement agressif initial de Clark, ni sur le mécanisme qui lui permet finalement de changer en quelques instants au contact de Lois. En gros, c'est le fameux « ta gueule c'est magique », avec cette fois le « power of love ». Parmi les petits détails qui restent de ci de là, on peut noter l'introduction de Ryan Choi qui est destiné à devenir The Atom. C'est cet ingénieur qui devient ensuite la tête de Star Labs, plus ou moins, des recherches en tout cas. Et puis, si vous posez la question, lorsqu'on entendait le Joker dans le teaser dire « We live in a society », eh bien c'était bien sûr un clin d'œil à un célèbre mème d'internet, et l'idée provenait apparemment de Jared Leto qui l'aurait soufflé à l'oreille de Zack Snyder donc pour le teaser. Donc Jared connaît bien internet. Et sinon, pas de Green Lantern donc, à part celui qu'on voit mourir assez rapidement durant la bataille de l'âge des héros. Et apparemment, Zack Snyder avait quand même dans l'idée de faire intervenir un Green Lantern à la fin du film, mais si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr, mais il me semble que la Warner n'était pas chaude du tout, sans doute du fait de ses prochains projets au sujet du ou des Green Lantern, donc Snyder a dû faire une croix là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a enfin pu découvrir la tentative de Zack Snyder pour répondre à cette mission impossible d'amener à l'écran la Justice League en 2 films seulement, à savoir Batman v Superman et cette version de Justice League. Et sachant la difficulté d'une telle mission, il ne s'en sort pas si mal, surtout encore et toujours quand on considère la version longue de Batman v Superman. Concernant l'avenir du DC Universe maintenant, a priori cette version, ce Snyder Cut, n'est pas canon dans le DC Universe, et si vous voulez mon avis, je pense que s'ils veulent atteindre le succès, il ferait surtout bien de se concentrer sur des films de qualité en laissant une grande liberté, une grande latitude artistique aux différents créateurs sur les différents projets, et j'espère que ce sera le cas du film The Batman de Matt Reeves, que j'attends avec une grande impatience. Et pour sortir ne serait-ce qu'un instant des purs enjeux de cinéma pour aller un peu plus loin sur un terrain personnel, je pense qu'on peut dire, en tout cas c'est mon point de vue, que Zack Snyder méritait la sortie de ce Snyder Cut, et on sait bien, enfin on suppose que le tournage de Justice League restera toujours lié dans son esprit à cette période excessivement douloureuse qui est difficile à imaginer, de la perte de sa fille Autumn qui s'est donné la mort, et on peut espérer que le fait d'avoir pu sortir sa version l'aura aussi aidé dans son processus de deuil,
avec ce film donc qui est très logiquement dédié à cette fille disparue. Impossible de faire une transition appropriée après un tel sujet, donc je vais revenir dans le futile et l'artificiel. Si ce t-shirt vous a plu, vous le trouverez en lien en description de la vidéo, parce que quand même, les Peaky Fucking Blinders, c'est pas n'importe quoi. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et je vous donne rendez-vous, je vous rappelle, ce samedi à 21 h pour parler ensemble en live sur Twitch du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Ça devrait être bien cool. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!